de Katumbi, qui était gouverneur ici. Il y a eu un problème de droit et que vous le savez, que la Cour de cassation ait cassé la décision. Voyez-vous là un spectacle politico-judiciaire ou vraiment le droit qui a été dit? Et quelle sera l'implication ou les conséquences de cette décision dans la province du Katanga quand dans toutes les langues on ne parle que de lui? Je l'appelle une tragédie judiciaire. Moi, à mon temps, ça m'avait un peu écœuré quand on sait que les réalités dans tout ça, ce n'était pas tellement une faute, une infraction consommée par l'individu, mais un montage. Alors, vous voyez, des montages, moi personnellement, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Mais parfois pour m'exprimer, parce que ce n'était pas le droit ce qui s'était passé. On comprend. D'autant plus, que, par exemple, ici, la magistrate qui était directement concernée et à qui on voulait faire signer un jugement et monter en dehors de son bureau avait refusé, avait fui. Est-ce que vous avez de ces nouvelles, la magistrate en question? Est-ce qu'elle est partie pour toujours? Elle est rentrée? Je ne sais pas. Bon, elle est partie pour sauver sa vie. Mais je crois qu'avec le changement de régime politique, elle pourra rejoindre son pays. Le problème, c'est surtout au niveau du politique. Le politique n'arrive pas à considérer l'universitaire au niveau de notre pays. Ce qui fait qu'il y a des productions qui sont tellement intéressantes et voire même à la une pour résoudre différents problèmes dans la société, mais on sent que les politiques ne marchent pas avec les scientifiques. Et ce qui nous fait mal, il y a ces problèmes-là, et je crois que depuis un certain moment, il y a quand même un effort dégagé par le comité de gestion animé par M. le directeur Kishiba. Il cherche à créer cette interface entre la société et l'université. C'est juste pour faire en sorte que les politiciens ou les politiques arrivent à utiliser l'université comme étant un laboratoire qui peut apporter des solutions par rapport aux différents problèmes. Donc il y a un effort à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas parce que ceux qui nous gèrent ne sortent pas des universités pour la plupart des cas? Non, ils sortent de l'université, mais ils considèrent les universités comme étant leurs ennemis. Parce que nous, ce qui est avantageux en sciences, nous disons tout haut, ce qui s'est dit tout bas. Nous sommes à même de donner des solutions qui sont pratiquement, qui reflètent la réalité, mais les politiques essaient d'éviter ça. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha balina kale. Na longo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment pocket? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout en Europe, dynamique, Congo, commis partout en Europe. Maman Pocket, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce qui toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.
sanga na litundu pesa losako na bendele ya olope kifumu na beto Congo dikabu Congo ya bakulu Congo oisi ya luzolo beto kefulu sange ke beto keto morange makumya satu jitalala ashiko pesa makumya satu chashikumya chakashiri chashikumya chamareno wono wakujikachiji wakujira neamani yetu twendelele Ciencia, splendeur, conscience et ton idéal. Tu poursuivras la vérité en usant de vérité. Ciencia, splendeur, conscience et ton idéal. Porte haut le flambeau sacré. Mesdames et messieurs, comme on l'a dit, nous sommes à l'université des Linilou, l'une des plus grandes universités et bien réputée d'ailleurs de la République démocratique du Congo. Et là, vous voyez les écrits derrière moi, c'est le bureau des canals, département sciences politiques et administratives, sociologiques et anthropologie, relations internationales. Donc on aura toutes les questions, on rencontrera deux professeurs ici, avec qui nous allons partager pour comprendre la problématique du développement du Katanga. Pourquoi pas l'épanouissement de l'université aussi. Il faut rappeler que ni l'Inilou, moins encore l'Unikin, bref, aucune université du Congo n'est répertoriée parmi les meilleures universités de l'Afrique. Mesdames et messieurs, suivez-moi. D'accord. Alors, mes civilités, monsieur le professeur. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Je suis heureux. Merci beaucoup. Alors, monsieur le professeur, vous êtes le chef de département. Monsieur le professeur Siki Asipate Sikitiko, vous êtes docteur en sciences politiques et administratives et professeur à l'université de Lubumbashi. Alors, monsieur le professeur, la première question, comment se comporte votre université? Merci pour la question. Notre université se comporte par rapport aux réalités que nous avons sur le terrain. Nous avons des facultés, nous avons des départements qui répondent pratiquement aux besoins ressentis par la population qui nous environne. L'université de Lubumbashi fonctionne normalement. Je crois que vous êtes sans ignorer, c'est l'une des universités du pays qui fonctionne normalement. On commence une année, on la termine. Et on respecte les calendriers et les professeurs sont là et ils enseignent normalement. Alors c'est vrai que l'université de l'Inilou était l'une des plus grandes universités dans les années 80, 90, je vais dire même à un moment donné en 2000, c'était parmi les meilleures universités d'Afrique centrale. Mais aujourd'hui vous êtes sorti de la liste, il n'y a pas que vous, toutes les universités au Congo. Oui, et je crois que par rapport à ça, nous allons d'abord porter un petit rectificatif. Oui. Parmi les classements les tout derniers que nous avons dans notre pays et en Afrique, notre université a été parmi la première dans notre pays, oui, sur le plan continental. Si on essaie de voir par rapport peut-être à ces reculs que nous avons constatés par rapport au classement, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une compétition avec beaucoup de pays. Il y a des universités privées, il y a des universités où l'État arrive à mettre beaucoup plus de moyens. Et ce sont ces universités-là qui sont pratiquement considérées dans le classement. Ce qui fait que l'université de Shanghai, pardon, le rapport Shanghai, ne classe aucune université au Congo dans sa liste de 500 universités. Je me pose la question, ce n'est pas seulement l'Inilou, mais l'Inukin aussi et bien d'autres universités. Est-ce que le problème, il est politique ou le problème est un problème de compétences? Oui, le problème il est beaucoup plus politique. Comme vous le savez, l'université, c'est une université officielle. C'est l'État qui doit prendre en charge notre université. Mais lorsqu'on constate par rapport au fonctionnement, par rapport aux frais
qui doivent être allouées à l'université pour qu'elle puisse être compétitive, on constate que depuis un certain moment, l'État n'arrive pas vraiment à soutenir l'université. Et en plus de ça, les frais payés par nos étudiants ne représentent absolument rien pour que notre université puisse être parmi les grandes universités d'Afrique. Donc c'est beaucoup plus un problème lié au niveau politique. Alors le bureau des canals est un bureau rempli de beaucoup de facultés. Vous êtes au niveau de politique administrative. Parlons-en. Une université a pour but de régler les problèmes de la société. Mais comment s'explique que Lubumbashi, le Katanga, connaissent, je veux dire de façon générale, et même le Congo, on continue à connaître des problèmes alors que nous avons des universités qui produisent les mêmes... Je me pose la question, est-ce que les universités ne sont-elles pas le problème? Non, elles ne sont pas problème. Depuis un certain moment, nous avons constaté qu'il y a une sorte de méfiance des autorités plutôt administratives par rapport à l'université. Notre université, il y a beaucoup de productions par rapport aux différents problèmes auxquels la société rencontre. Mais le problème se situe au niveau du politique. Le politique n'arrive pas à considérer l'universitaire au niveau de notre pays. Ce qui fait qu'il y a des productions qui sont tellement intéressantes et voire même à la une pour résoudre différents problèmes dans la société, mais on sent que les politiques ne marchent pas avec les scientifiques. Et ce qui nous fait mal, il y a ces problèmes-là, et je crois que depuis un certain moment, il y a quand même un effort dégagé par le comité de gestion animé par M. le directeur Kishiba. Il cherche à créer cette interface entre la société et l'université. C'est juste pour faire en sorte que les politiciens ou les politiques arrivent à utiliser l'université comme étant un laboratoire qui peut apporter des solutions par rapport aux différents problèmes. Donc il y a un effort à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas parce que ceux qui nous gèrent ne sortent pas des universités pour la plupart des cas? Non, ils sortent de l'université, mais ils considèrent les universités comme étant leurs ennemis. Parce que nous, ce qui est avantagé en sciences, nous disons tout haut, ce qui se dit tout bas. Nous sommes à même de donner des solutions qui sont pratiquement, qui reflètent la réalité, mais les politiques essaient d'éviter ça. Est-ce que vous êtes... oui, allez-y. Les politiques évitent ça, ce qui fait que quelqu'un qui peut sortir de l'université, mais il devient ennemi de l'université. Est-ce que vous êtes gêné de savoir que depuis que le Congo est Congo, il n'y a aucun président qui est sorti d'une université locale chez nous, au rang de professeur par exemple, ou de CT ou même d'assistant? Oui, je crois que c'est par rapport à l'environnement dans lequel nous évoluons. Je crois que petit à petit, il y a quand même cette évolution. Si nous essayons de recenser ceux-là qui sont pratiquement au niveau de la scène politique, il y a quand même des produits de l'université de Lubumbashi. Je parle des présidents. Qui se vendent valablement. Vous savez, sur 80 millions, il faut avoir un seul président. Donc, il faudrait comprendre que la compétition n'est pas aussi facile. C'est bien dommage s'ils ne sortent pas de l'université. Non, de toute façon, je crois que petit à petit, ça commence à venir. Et espérons, avec l'évolution que nous sommes dans les contextes de la scène politique, demain, je ne peux pas peut-être douter que nous puissions avoir un produit de l'INILO comme président de la République. Parlons-en politique de Lubumbashi. Comment elle va, la politique, au niveau de Lubumbashi? Oui, vous savez, Lubumbashi fait partie de la République démocratique du Congo. Oui. Tout ce qui se passe au niveau de la République influence aussi la vie de Lubumbashi. Ce que nous avons comme situation politique, c'est pratiquement la conséquence de ce qui se passe au niveau de la capitale. Nous avons pratiquement une sorte d'influence venant de la capitale, ce qui fait qu'on n'est pas différent de tout ce qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo. Mais il y a une particularité par rapport à la ville de Lubumbashi. Vous savez, la ville de Lubumbashi, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville qui regorge plusieurs couches sociales provenant des différentes provinces. Et ce qui fait qu'il y a cette particularité, on constate qu'il y a une sorte de petits conflits au niveau politique qui sont liés beaucoup plus à l'appartenance tribale. L'appartenance tribale, c'est pratiquement la particularité que nous pouvons dégager au niveau de la ville de Lubumbashi. Alors, on va rentrer dans le dernier sujet. Lubumbashi ou Katanga produit le cobalt, qui est le minerai du XXIe siècle d'ailleurs, le cuivre, les zinc. Mais qu'est-ce qui explique la pauvreté dans laquelle la population se trouve? L'absence des infrastructures, l'absence des très bonnes écoles. C'est quoi le problème? Vous savez, ces problèmes, nous pouvons les situer au niveau de la gestion de ces ressources-là. Nous avons, comme vous l'avez dit, la province de Haut-Katanga, elle est réputée être la province minière. Et parmi les minéraux qui sont produits, ce sont les minéraux qui sont pratiquement recherchés au niveau mondial. Mais qu'est-ce qui explique que la vie ne semble pas refléter ces ressources-là? Les modes de gestion que nous avons,
Depuis un certain moment, on a pensé peut-être à la décentralisation pour essayer de donner beaucoup plus d'autonomie des marges de manœuvre au niveau des provinces pour qu'ils arrivent à gérer les ressources générées par ces minéraux-là. On constate aussi au niveau de cette gestion, les hommes qui sont appelés à gérer n'arrivent pas à les faire d'une manière aussi rationnelle. Et ce qui explique qu'il y a cet écart, il y a les ressources qui sont là, l'argent entre, mais il y a cet écart et je crois que c'est au niveau de la gestion ou des hommes qui sont appelés à gérer ces ressources. Alors terminons par un point de vue, sinon une proposition. Qu'est-ce que l'on peut faire pour sortir le Katanga, sinon le Congo, du bourbier dans lequel il s'est enlissé depuis très longtemps? Oui, la première solution, il faudrait qu'on puisse mettre fin à l'impunité. C'est quoi l'élément qui semble être beaucoup plus primordial dans la province du Haut-Katanga? Il y a des gens qui s'enrichissent du matin au soir, ils ne sont pas inquiétés. Il y a des gens qui détournent, ne sont pas inquiétés. Et si on arrivait à mettre en place des structures pouvant permettre qu'il y ait contrôle par rapport aux ressources qui sont générées par les minéraux, je pense qu'il y a plus de chances que nous puissions avoir la possibilité de voir cette province aller de l'avant. Un autre élément, il faut déplacer les hommes à la place qu'il faut. Et à un certain moment, on a senti beaucoup plus c'était le militantisme. Les gens qui étaient engagés dans les partis politiques, qui savaient danser, crier, vanter les animateurs politiques, sont ces gens-là qu'on devrait récompenser. Et on mettait de côté les gens qui sont valables, qui peuvent réfléchir comment faire sortir la province pratiquement de son état de sous-développement. Un troisième élément, je peux dire, c'est le tribalisme. On a tendance de dire, voilà, la province nous appartient, c'est à nous, et par rapport à ça, on néglige les compétences. On est beaucoup plus fermé dans les carcans beaucoup plus tribal, où on cherche à dire, voilà, chez nous, et comme chez nous, nous pouvons prendre les enfants de la maison, même s'ils n'ont pas qualité, n'ont pas cette possibilité de booster le développement. Et le quatrième élément, il y a aussi la situation que nous connaissons par rapport à la rétrocession des 40%. Les provinces sont décentralisées, on a dit qu'il faudrait qu'on laisse les 40% au niveau des provinces, mais Kinshasa continue toujours à garder l'argent pour les provinces. Ça, c'est le quatrième élément. Et le cinquième élément, je peux dire aussi, il faudrait qu'on arrive peut-être à penser à mettre en place une structure pouvant permettre à ce que les gens puissent accéder à une certaine formation qui peut arriver à permettre que les gens puissent être à l'auteur d'accompagner ceux-là qui sont à la tête des provinces pour qu'on arrive à booster le développement. Merci beaucoup, monsieur le professeur Siki Asipate Sikitiko. Vous êtes docteur en sciences politiques administratives ici à l'université de Lubumbashi. C'est à moi de vous remercier pour l'intérêt que vous attachez à ma personne. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours au campus, à la faculté de droit maintenant. C'est la faculté de droit, donc le Decana, je dirais le bureau des canals de la faculté de droit, et nous allons recevoir le professeur Kitopi Kimpinde Adalbert. Et ceux qui ont étudié ici le connaissent. Il a enseigné plusieurs fois, je dirais, beaucoup de cours de droit au premier cycle. Aujourd'hui, il n'a que le droit fiscal, puis en L1 d'ailleurs, et puis au deuxième cycle, il enseigne le droit fiscal international et puis le droit financier. Mesdames et messieurs, suivez-moi. Je lui poserai quelques petites questions sur l'évolution de Lubumbashi, bien évidemment, le contraste qu'il y a. Et après, on va faire le tour de beaucoup d'autres choses. Vous allez voir dans quelles conditions les homes se trouvent, ça veut dire les étudiants dorment, vivent. Vous allez voir vous-même quel regard le politique a de sa société intellectuelle, je veux dire le laboratoire intellectuel. Mesdames et messieurs, comme quelqu'un disait, oublier la science, c'est oublier l'avenir, c'est oublier la vie. Suivez. Alors, mes civilités, monsieur le doyen. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je me porte bien. Alors, monsieur le professeur, vous êtes le professeur Kitopi Kimpinde Adalbert. Vous êtes le professeur de droit fiscal, qui est d'ailleurs l'un des très grands cours, il faut le dire comme ça, en L1. Et au troisième cycle, vous enseignez le droit financier et le droit fiscal international. Alors, c'est un plaisir de nous recevoir chez vous. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps, parce que vous êtes de toute façon doyen d'une très grande université et d'une très grande faculté. Nous voulons savoir comment se porte la province d'abord du Katanga, votre province, la ville de Lubumbashi, ainsi que votre faculté. Bon, une question de portée très générale, Oui. parce que quand vous voulez savoir comment se porte une province, il y a plusieurs volets. Oui.
le volet purement politique, le volet administratif, le volet économique, le volet social, sans oublier les autres aspects qui sont un peu mineurs. Mais je peux dire que pour l'instant, bon, ça va un peu, c'est redevenu un peu calme, mais il y a un peu de temps sur le plan sécuritaire, c'était pas bon. Sur le plan économique, on peut dire que sur le plan économique et social, les activités reprennent lentement parce qu'à l'approche des élections, beaucoup d'investisseurs s'abreuvant aux informations venant de l'Occident avaient peur qu'il n'y ait des troubles après les élections. Mais heureusement que les Congolais ont su maîtriser leurs émotions et la situation est plutôt bonne. Alors, monsieur le professeur, vous êtes, comme on dit, dans une province, vous êtes la sommité intellectuelle ici parce que de toute façon, vous formez des professeurs aussi. Alors, pouvons-nous aujourd'hui affirmer que l'université répond aux besoins de la société? Oui. Dans ce qui concerne l'université de Lubumbashi, je peux bien le dire parce que depuis bientôt 5 ans, si ma mémoire est bonne, on a créé une structure qui s'appelle l'interface université-société. Ouais. Cette structure a été mise en place dans le but de rendre facile l'accomplissement de la troisième mission de l'université qui consiste à rendre service à la communauté. L'interface université-société, c'est une institution qui impliquait la collaboration entre l'université, la ville de Lubumbashi, c'est-à-dire la mairie de Lubumbashi, le gouvernorat de province, plus la FEC. Mais je peux avouer que depuis 2 ans, l'interface ne fonctionne pas très bien. Mais dès son démarrage, jusqu'il y a 2 ans, grâce à l'interface, on a créé beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui dans le terme actuel les start-up. Oui, et puis on a réalisé beaucoup d'activités. Moi-même, j'étais conseiller juridique dans cette structure-là. Mais maintenant, nous avons quelques difficultés d'adaptation. Alors, pour le reste, quand je dis que l'université contribue à notre société, vous connaissez notre province est essentiellement une province minière. Grâce à l'interface université-société, on est arrivé à convaincre beaucoup d'entreprises minières à ne pas faire appel à l'expertise extérieure en ce qui concerne les études géologiques, etc. Donc beaucoup d'entreprises qui ont été satisfaites de par les prestations de l'université font appel justement à l'université pour cela. Mais pourquoi l'interface n'a pas continué? Pourquoi elle a connu des problèmes? Qui l'a tué? Bon, ce n'est pas qui l'a tué. Non, vous savez, il y a toujours, comment dirais-je, des flottements qui arrivent lorsque, par exemple, à la tête des institutions, il y a des changements d'hommes. Ça arrive. Oui. Parce que, vous voyez, cette collaboration entre les institutions impliquait, premièrement, le financement du fonctionnement de la structure. Et les partenaires se sont justement partagés aussi, si vous voulez, la part des dépenses. Bon, alors, à partir du moment où, quand une institution démarre sous la vision d'une personne qui s'est impliquée, et puis ceux qui viennent ne veulent rien savoir ou vraiment ne sont pas intéressés, bon, automatiquement, il y a des difficultés de fonctionnement qui se présentent. Alors, monsieur le professeur, on va rentrer dans le vif du sujet. Monsieur le professeur, vous êtes professeur d'université, vous enseignez le droit fiscal, qui est l'un des grands droits d'ailleurs, je veux le dire, et qui dit droit, dit politique, dit beaucoup de choses. Comment se négocie le marché du cobalt, du cuivre, des zinc? Comment se négocient ces richesses-là chez vous? Parce que le contraste est quand même grand. Alors, je peux vous dire sincèrement que comme ma spécialisation n'est pas dans le domaine minier, le commerce des produits miniers, je ne peux pas vous l'assurer. Mais ce que je sais de manière générale, c'est que comme la plupart de ces produits ne sont pas consommés localement, c'est consommé à l'étranger, ce sont des contrats qui se passent à un haut niveau. Je vous donne juste
un aspect, c'est que la plupart de ceux qui ont financé, si vous voulez, l'exploitation minière, après justement que notre pays soit revenu au calme, ce sont des multinationales. Et comme le gros de nos produits est consommé à l'extérieur, eh bien, ça fait que ces contrats se négocient soit à l'extérieur, soit localement, mais généralement à l'extérieur. Oui. La plupart des contrats ne se négocient pas localement. Et c'est très peu de contrats qui se négocient localement. C'est-à-dire, c'est lorsque vous avez, par exemple, le traitement façon comme on appelle, c'est-à-dire vous avez des entreprises qui exploitent des gisements miniers, mais qui n'ont pas de structure de traitement comme la concentration. Alors ces entreprises-là font des contrats avec des entreprises qui ont des installations telles que la Gégamine pour concentrer leurs produits et puis ils les récupèrent et puis ils les vendent à l'extérieur. Oui, mais un commerce important localement, comme je vous dis, on n'a pas d'entreprise de transformation localement pour consommer ces produits. Mais qu'est-ce que l'université pense de la disparité qui sévit ici, où vous avez ceux qui gèrent la province sont extrêmement riches et ceux qui sont gérés sont extrêmement pauvres, qu'il n'y a aucune classe intermédiaire? Mais il est très difficile de juger. Pour quelles raisons? La gestion par rapport aux aspects que vous venez de soulever, c'est une ramification. Ne croyez pas que si X est dirigeant ici et qu'il s'enrichit, il s'enrichit avec la couverture d'autres tentacules qui viennent d'ailleurs. Donc il est très difficile de porter un jugement sur ces aspects-là. Mais ce qu'il y a simplement à dire, c'est ceci. C'est le manque d'intégration entre, par exemple, l'industrie minière et les autres activités auxquelles accèdent facilement les Congolais. Bon, alors, comme il y a des choses dont on a du mal à parler aujourd'hui, parce que, bon, ça gêne un peu, et ça nous met aussi un peu mal à l'aise. Mais je peux vous dire ceci, que en 2009, oui, exactement en 2009, l'ancienne province du Katanga avait élaboré un édit, avait édicté un édit qui instituait la sous-traitance obligatoire. Ce qui avait permis, par exemple, à la petite et moyenne industrie de se développer, parce que, comme évidemment les dirigeants à l'époque avaient de très bons rapports avec les dirigeants des entreprises minières, on les a convaincus de cette nécessité, quand bien même eux-mêmes, les dirigeants de ces entreprises-là, qui sont des étrangers, en ont profité aussi pour créer des sociétés de sous-traitance qui dépendaient d'eux. Mais néanmoins, c'était un bon début. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes heureux parce que le niveau national a récupéré la chose et nous avons une loi qui a créé la sous-traitance, justement, c'est-à-dire de portée nationale. Donc, à cette époque-là, déjà, c'était une très bonne initiative. Et on a vu des activités naître. Et puis aussi, il y avait ce qu'on peut dire, une proximité entre les dirigeants de l'époque avec les investisseurs, ce qui fait qu'il y avait même des rencontres très fréquentes entre les opérateurs économiques, les dirigeants de la province, plus évidemment les acteurs de la société civile. Donc cette interaction avait donné une certaine dynamique. Mais évidemment, comme je vous dis, nous avons connu une très mauvaise transition, moi je l'appelle mauvaise transition, quand il a fallu, on a amené les fameux commissaires généraux qui, pratiquement comme le cadre juridique n'était pas clair, n'ont pratiquement rien fait. Et puis bon, on a choisi d'autres dirigeants dont en fait les critères ne sont pas les critères qui répondraient par exemple aux préoccupations que vous avez présentement avec votre question. Et puis il y a une véritable lacune, c'est laquelle? C'est le fait que dans notre pays, qu'on ait supprimé il y a X années le fonctionnement de l'École nationale d'administration. Parce que quand vous avez des dirigeants qui n'ont jamais suivi des cours, qui ne sont pas formés, ils ne sont pas formés, pour savoir exactement qu'est-ce qu'un dirigeant
qui gère une entité territoriale, etc. Et quels sont les grands axes sur lesquels il doit être focalisé, parce que ce n'est pas seulement être dans un bureau et puis faire beaucoup de bruit, non. Vous gérez tout un territoire qui a besoin d'une attention particulière, par exemple en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne la situation sociale de la population. Vous avez le volet, par exemple, l'accès aux ressources minimales pour vivre décemment, et puis à la santé, etc. Non, ce problème-là, il est réel. Et il est général même. Oui, je présume, oui. D'accord. Donc c'est surtout ça. Alors, on va terminer, monsieur le professeur. Plus que deux petites questions. La première, c'est l'actualité, c'est le retour de Katumbi, qui était gouverneur ici. Il y a eu un problème de droit, et que vous le savez, que la Cour de cassation ait cassé la décision. Voyez-vous là un spectacle politico-judiciaire ou vraiment le droit qui a été dit? Et quelle sera l'implication ou les conséquences de cette décision dans la province du Katanga, quand dans toutes les langues on ne parle que de lui? Bon, avant même de répondre à cette question-là, je voulais vous dire, vous donner un élément qui nous chagrine par rapport justement à la coopération entre, par exemple, l'université et ceux qui dirigent le pays. Nous avions eu la chance d'aller en formation à l'étranger à des périodes où ça coïncide avec la clôture des années académiques. Je veux dire, personnellement, j'ai fait plusieurs stages en Belgique et une fois en Suisse. Et ce qu'on a constaté, c'est quoi en fait? C'est qu'à la période où il y a des défenses de thèses, des défenses de mémoires, etc., mais on voit à ces cérémonies-là des autorités politiques, telles que des ministres, et puis parfois aussi des ambassadeurs. Si l'ambassadeur n'est pas là, il envoie son délégué chargé d'affaires, etc. Tout ça. Pour quelles raisons en fait ils sont intéressés à cette créativité, cette production intellectuelle? Et personnellement, quand j'avais fait mon premier stage en Belgique, j'avais vu un Zaïrois à l'époque qui avait fait une brillante présentation de sa thèse en pétrochimie et qui avait été engagé directement par une usine pétrochimique de Libye. C'était à l'époque de Kadhafi, bien sûr. Alors, ici, on n'a pas le même engouement. Même quand on adresse des invitations aux autorités, si vous voyez un ministre provincial assister à une thèse, c'est qu'il est apparenté à ce professeur, à la personne qui justement, sa thèse, ou alors les amitiés. Ils sont un peu hostiles aux universitaires, mais je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas l'hostilité, c'est en fait aussi, moi je mets ça au compte du fait que la hiérarchie des intérêts est tout à fait autre. Alors que normalement on devrait se dire, tiens, là c'est la production intellectuelle, allons voler les idées pour que nous puissions les mettre en pratique. Qu'est-ce qu'il va raconter celui-là qui peut nous profiter? En fait, ça n'y est pas. Donc il n'y a pas une consommation des intellectuels chez nous? La consommation fait défaut. Est-ce que ce n'est pas parce que les dirigeants ne viennent pas des universités pour la plupart des cas? Je peux dire en partie oui. Parce que je peux vous dire que, par exemple, dans le gouvernement de M. Katumbi, à l'époque, il y a certains ministres qui venaient. C'est parce que ces ministres-là, c'était des universitaires. Et puis, c'était des universités qui avaient fait aussi l'intérieur du pays, de par leurs responsabilités. Ce qui fait qu'en fait, ils avaient l'esprit ouvert et comprenaient qu'il faut toujours aller apprendre auprès de ceux qui produisent certains travaux scientifiques. Là, je voulais donc ajouter cet élément. Alors, pour répondre à votre dernière question, bon, vous savez, cette, je l'appelle une tragédie judiciaire. Moi, à mon temps, ça m'avait un peu écœuré quand on sait que les réalités dans tout ça, ce n'était pas tellement une faute, une infraction consommée par l'individu, mais un montage. Alors, vous voyez, des montages, moi personnellement, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Mais parfois pour m'exprimer, parce que ce n'était pas le droit à ce qui s'était passé. On comprend. D'autant plus que, par exemple, ici, la magistrate qui était directement concernée, et à qui on voulait faire signer un jugement et monter en dehors de son bureau, avait refusé, avait fui.
de voir un peu des choses. Est-ce que vous avez de ces nouvelles, la magistrate en question? Est-ce qu'elle est partie pour toujours? Elle est rentrée? Je ne sais pas. Bon, elle est partie pour sauver sa vie. Mais je crois qu'avec le changement de régime politique, oui, elle pourra rejoindre son pays. Donc voilà un peu des choses comme ça. C'est très difficile même pour nous de nous exprimer là. Alors, monsieur le professeur, on va vous laisser. Dites-nous le mot magique, sinon le schéma magique, comment on peut faire pour que le Congo reprennent le chemin, encore que nous sommes dans une nouvelle gouvernance, et comment le Katanga peut s'en sortir? Bon, il m'est vraiment un peu délicat de donner des pistes réelles parce que nous avons un pays aux multiples réalités. Oui. Donc il n'y a pas des aspects qu'on peut dire standardisés pour qu'on puisse dire voilà la solution magique. Mais ce que je peux retenir, parce que j'ai eu quand même la chance de travailler avec des ministres, avec des gouverneurs, donc je connais la territoriale, du moins pour certaines provinces, et en particulier l'ex-province du Katanga. J'avais beaucoup voyagé, il n'y a pratiquement qu'un territoire de l'ex-province du Katanga que je ne connais pas. J'étais un peu partout. En fait, le grand problème, c'est que on ne peut pas inventer une nouvelle façon de développer un pays. Tous les pays se développe suivant pratiquement le même schéma, mais qu'on adapte selon les réalités justement du pays concerné. Exact. Alors, dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas se développer sans infrastructure de communication, infrastructure de transport. Si seulement le colonisateur avait trouvé que c'était ça le point focal par lequel il fallait commencer, on ne peut pas imaginer qu'au XXIe siècle, on puisse justement négliger ça. Donc je ne peux pas vraiment penser autrement. Parce que les gens qui sont l'arrière-pays, ceux qui cultivent, par exemple, qui s'occupent de l'agriculture, vous n'avez pas à aller les sensibiliser que cultiver, non. Il suffit simplement que la route soit là. La production de cette année-ci, il étale le long de la route, le camion passe, rafle le tout. Il est encouragé, il se dit, j'ai fait 1 hectare, l'année prochaine j'en fais 5. Ça va de soi. Ça va de soi. Donc ce sont les infrastructures. C'est ça. Et même pour le développement industriel par exemple. Mais tous ces industriels, vous voyez, ils veulent mettre leurs usines plus près par exemple de le grand axe ici qui est asphalté, alors que normalement ils devraient se trouver partout si les routes étaient existantes, ainsi de suite. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le professeur Kitopi. C'était un grand honneur pour moi de vous rencontrer d'abord, parce qu'on entend beaucoup parler de vous, même à Kinshasa. Et c'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Et donc, on se reverra certainement prochainement et vous aurez les échos. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kanya. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tu commis la Suède, tu commis la Paris, tu commis la Nîmes, tu commis la Bruxelles, et puis base n'a vu ce est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.